Le temps varie continuellement sur les côtes des îles Westman au large de l'Islande. C'est un jour d'été de l'an 1627. Gudridur, une jeune femme de 29 ans, est seule chez elle avec son fils. Son mari est en mer. Gudridur est la femme d'un pêcheur des îles Westman. Un de ces jeunes hommes forts qui n'ont pas peur d'affronter l'océan. Le jeune couple a un petit garçon. Ce jour reste à jamais gravé dans la mémoire des habitants de ces îles. Il scelle le sort de Gudridur Simonardottir. C'était un spectacle au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Une armée d'hommes a déferlé sur l'île. Ils ont tout pillé et saccagé. Ils brandissaient des épées et des pistolets. Les coups de feu déchiraient l'air. Ils hurlaient comme des loups. C'était horrible. J'aurais voulu me couvrir les yeux, mais j'avais les mains liées dans le dos. Ils ont tranché la tête d'un voisin juste devant moi. Sa femme s'est jetée sur lui en hurlant et s'est évanouie sur son corps sans vie. Ils l'ont traîné comme une vulgaire carcasse. Ils ont débité le mort en morceaux, comme un boucher découpe un mouton. Ils ont emmené sa femme vers les maisons et l'ont jetée avec les autres prisonniers. Je n'ai pas tardé à la rejoindre. Nous étions entassés, femmes, enfants et vieillards gémissants. Il y avait beaucoup d'hommes enchaînés aussi. Quatre navires de corsaires nord-africains attaquent divers points de l'Islande. Grindavik et Bessastadir sont pris d'assaut. Les pirates sont sans pitié. Plus d'une centaine d'Islandais périssent sous leurs coups. De nombreux Danois sont faits prisonniers. Le 16 juillet 1627, le glas sonne pour les îles Westman. Ici, le massacre est sanglant. Il restera dans les mémoires comme le raid des pirates turcs. Les pirates moyen-orientaux semblent bien connaître les lieux. Un traître islandais les renseigne certainement. Ils adaptent leur tactique aux circonstances, ce qui est la preuve de leur professionnalisme. Au lieu d'accoster les ports, ils ont débarqué dans des endroits complètement inattendus, où personne auparavant n'avait essayé de le faire. Non seulement ils y sont parvenus, mais ils ont réussi à kidnapper plus de 240 personnes. Ils en ont tué un certain nombre aussi, bien que ce n'était pas dans leurs intentions, parce que c'était autant de manque à gagner. Comme les insulaires ont tenté de se défendre, il y a eu des morts. Quelques Danois résidaient dans les îles Westman à cette époque. Seul le capitaine danois et son entourage ont réussi à en réchapper. Ils ont rejoint l'Islande, où ils ont rapporté toute l'histoire aux autorités, représentées par Klaus Eyjolfsson. Ce dernier s'est aussitôt rendu sur place. Mais il n'a pu que constater l'étendue du carnage, les maisons brûlées et les morts. Il s'est entretenu avec les survivants.
1627, l'Islande est sous domination danoise. Mais le roi Christian IV est engagé dans la guerre de 30 ans qui bat son plein. Christian IV était au combat, sur le front allemand. Son importante flotte était bloquée dans la Baltique. Il ne pouvait leur être d'aucun secours. Les pirates nord-africains ont le soutien de leur gouvernement. Ce sont des corsaires qui sévissent et prospèrent depuis le XVIe siècle, quand débutent des guerres incessantes entre l'Europe chrétienne et les nations islamiques d'Afrique du Nord. De la Méditerranée, les conflits s'étendent ensuite à l'Atlantique. La menace vient principalement du Maroc, d'Alger, de Tunis et de Tripoli, dans l'actuelle Libye. L'histoire des pirates turcs et des esclaves blancs tombe dans l'oubli. Peu de témoignages ont gardé la mémoire de ces terribles événements. On trouve cependant au musée maritime de Kronborg un petit tableau qui fait écho à un épisode tragique où encore une fois des Danois furent capturés et vendus comme esclaves en Afrique du Nord. Tout commence en 1796, quand un nouveau pacha accède au pouvoir à Tripoli. C'est ce qu'on voit en toile de fond, les tours de la ville de Tripoli. Considérant que le Danemark ne l'avait pas suffisamment honoré de présent, le pacha déclare la guerre. Par la suite, un nombre considérable de navires danois furent capturés. Les bateaux étaient saisis et leur équipage fait prisonnier. Les hommes étaient ensuite vendus à Tripoli comme esclaves. Bien entendu, c'était une situation inacceptable pour le Danemark, qui renforça ses positions militaires en Méditerranée. Le commandeur Stein Andersen Bill et sa frégate Najaden, que l'on voit représentée sur ce tableau, ainsi que d'autres navires de combat, sont déployés en Méditerranée pour mettre la pression sur le pacha. Sous les tirs ennemis, il quitte le port, entraînant ses assaillants sur leurs 6 navires à sa poursuite. Puis il opère ce qu'on appelle dans le jargon des marins un pilonnement. C'est un mouvement qui fait ralentir soudainement le bateau. Le commandeur s'arrête et attend que les 6 bâtiments à ses trousses soient suffisamment prêts pour ouvrir le feu. En 2 heures, l'issue de la bataille est décidée. Les 6 bateaux corsaires sont sévèrement endommagés. On voit les trous dans leurs voiles. La modeste flotte danoise reste au large de Tripoli et bloque l'accès du port pendant un certain temps. Des négociations sont entreprises entre le pacha et les consuls danois et britanniques. Elles donnent lieu quelques jours plus tard à la ratification d'un traité permettant aux navires danois de voguer dans ces eaux en toute sécurité. Les Danois obtiennent également une réduction des droits annuels de passage. De nombreux marins danois faits prisonniers sont relâchés. Les navires suédois sont également victimes des corsaires nord-africains. En août 1754, le Mercurius vogue vers Naples depuis Dublin, les cales pleines de cuir brut. Le trajet se fait sans encombre et il passe le détroit de Gibraltar sans rencontrer de difficultés. Au large de Carthage, quelque chose éveille les soupçons du capitaine Marcus Berg. Berg aperçoit des galères turques qui s'approchent rapidement par l'arrière. L'un des membres de l'équipage leur crie qu'ils sont des amis d'Alger. La Suède et l'Algérie avaient en effet signé un traité de paix. Les Turcs demandent s'ils peuvent accoster pour se ravitailler en eau. Berg refuse. Il n'a pas confiance.
Les Turcs pointent alors leurs canons vers le Mercurius. Berg change d'avis pour éviter que les choses ne s'enveniment. Il envoie son second et 2 marins à bord d'un canot pour prendre les barils vides. Quand ces hommes reviennent, 6 morts, comme ils les appellent, les accompagnent. Une fois à bord, les morts attaquent Berg et son équipage. Marcus Berg est un homme marié de 40 ans. Sa famille vit à Stockholm. Il a 8 hommes plus jeunes que lui sous son commandement. Tous sont capturés. Une fois maître à bord du Mercurius, les corsaires le pillent et se partagent les possessions et les vêtements de l'équipage. La plupart des pirates sont des renégats, d'anciens esclaves d'Europe convertis à l'islam. Ce sont souvent les plus brutaux. Parmi les capitaines de la flotte qui attaque l'Islande, il y avait un renégat allemand ou hollandais, un certain Murat Reis, un pirate très connu. Entre les années 1500 et 1830, 1 million d'Européens finissent esclaves en Afrique du Nord. Ce sont en majorité des marins ou des passagers de navires pillés, mais il y a aussi des habitants d'endroits isolés et vulnérables, comme les îles Westman. La piraterie n'était pas un phénomène inconnu en Islande. Les gens savaient qu'il y avait des pirates nord-africains qui s'aventuraient dans les mers du Nord pour prendre des otages. Ils connaissaient leur méthode, mais ils ne devaient pas se rendre compte des proportions que cela pouvait prendre. Det kanske inte man väntar sig.